Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, l'émission de la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors, nous retrouvons une nouvelle fois. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Tours. Et nous allons parler aujourd'hui des sujets évidemment qui sont terriblement d'actualité dans la crise que nous traversons tous, qui est la manière dont la France gère le Covid par rapport aussi à l'Union européenne. Nous sommes membres de l'Union européenne et on le sait bien. Et donc, le Covid intéresse toute l'Union, pas simplement la France. Alors, ma première question, elle est toute simple, enfin, elle est toute simple, c'est une grande question, mais le plan français, il y a un plan français, bien sûr, pour lutter, pour tenir l'économie française à bout de bras. Est-ce que ce plan français, est-ce que vous pouvez nous le décrire rapidement? Et puis, finalement, comment l'UE réagit par rapport à ce plan? Oui, alors c'est évidemment un sujet très important. Vous l'avez dit, le Covid est un sujet d'intérêt commun, malheureusement. Et par contre, enfin, ou en revanche, les États parfois ont tendance à réagir un petit peu individuellement. Alors, s'agissant de la France, mais c'est vrai aussi pour d'autres États, devant j'allais dire, la cessation des activités, le confinement, en tout cas en France, c'est la solution qui a été adoptée, a littéralement bloqué et gelé les activités économiques. La question est de savoir comment on va aider les salariés, les entreprises à faire face et à tenir pendant ces semaines, voire ces mois d'interruption de l'activité. Oui. Alors, le plan d'aide, justement, qui a été décidé, on l'a entendu lors des déclarations du chef de l'État, c'est de dire on va payer. On va payer en tout état de cause. Alors, on va payer quoi? Alors, on va payer les salariés qui sont au chômage technique, chômage partiel. On va essayer de faire en sorte que ce que doivent les entreprises en termes de charges sociales, d'impôts directs, d'impôts indirects, d'amendes éventuellement, de report de paiement de loyer, etc., soit pris en charge par l'État ou en tout cas pendant des mois ou des semaines, ces entreprises ne payent pas. Évidemment, il faudra bien que les banques retrouvent un petit peu d'argent et on peut penser que c'est l'État qui va précisément les aider de ce point de vue-là. Le plan d'aide aussi consiste en un rééchelonnement des crédits bancaires et au total, on a chiffré que c'est pratiquement 45 voire 50 milliards d'euros que l'État va injecter dans les semaines qui arrivent pour soutenir ce plan d'aide aux entreprises et auquel s'ajoutent pratiquement 300 milliards de ce qu'on appelle des garanties d'État lorsque des prêts nouveaux vont être apportés à des entreprises. Il faut une caution, l'État va être là derrière, et les entreprises pourront, auprès des banques, contracter des emprunts jusqu'à hauteur de 300 milliards garantis par l'État. Donc, grosso modo, on a 350 milliards, c'est-à-dire le budget de l'État français qui va passer dans le système d'aide aux entreprises pendant cette période. Ça fait un peu frémir, hein. On a l'impression d'ailleurs, c'est un peu déconnecté quand on dit Alors, 300, on parle de 300 milliards comme si c'était 300 euros. C'est un peu fou quand on y réfléchit. On peut se demander comment l'UE réagit par rapport à ça. alors, D'abord, est-ce que une telle injection d'argent, est-ce que le droit de l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne a prévu ce genre de choses, que ça puisse arriver? Et comment on se positionne là-dessus? Alors évidemment, à un moment donné, on se demande si tout ça est bien autorisé par le droit européen. On explique souvent que l'Europe empêche les États de tourner en rond. N'oublions jamais quand même que le droit de l'UE, c'est d'abord le droit produit par les États. Et oui, alors je réponds doublement oui à votre interrogation. Est-ce que c'est prévu par le droit de l'Union européenne? Oui. Et est-ce que le plan d'aide qui est proposé par la France va être soutenu par l'Union européenne, notamment par les instances de contrôle, notamment la Commission européenne? Là aussi, la réponse est oui. Je reviens juste un instant sur les grands chiffres que l'on citait, les 350 milliards d'euros. C'est vrai que brutalement, d'un seul coup d'un seul, on voit que la France, les États, sont capables de mobiliser des sommes absolument astronomiques, mais il le faut, hein, c'est pas le sujet. Rappelez-vous, s'agissant du débat sur la retraite, combien il manquait pour que les retraites soient solvables à partir de 2021 ou 2022, c'était grosso modo 9-10 milliards. Donc là, on se dit, il mégotait pour 10 milliards,
Et là, c'est 350 milliards qui partent dans l'économie. Bon, il y a encore de la réserve, il y a encore de la potentialité. Bref, je ferme la parenthèse, mais pour la retraite, on expliquait bien que les règles européennes nous empêchaient de financer parce qu'on avait dépassé un certain nombre de règles en matière de limitation des dépenses, et alors que maintenant, je dirais que la boutique, les portes sont largement ouvertes. Alors pour revenir à votre question, sur un plan juridique, je dirais qu'au départ, non, c'est pas Oui, possible de prévoir de telles dépenses. Et là, il faut dire quelques mots de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Vous savez, c'est les fameux voilà. critères de Maastricht. Les C'est fameux ça. critères de Maastricht étaient de dire on fait du développement économique, mais on ne dépense pas un centime. C'est-à-dire qu'on va éviter, alors ça c'est peut-être de bonnes mesures, de creuser le déficit budgétaire, de faire en sorte que notre budget annuel de l'État, le budget de l'État, soit systématiquement déficitaire, donc revenir à peu près à 3% du PIB, qu'on ait à peu près autant de rentrées que de sorties, mais surtout notre dette, c'est-à-dire l'argent que l'on emprunte sur les marchés financiers, ce que l'on demande aux banques, ne dépasse pas 60% du PIB. Et si ces critères ne sont pas respectés, nous sommes en situation de déficit excessif selon les fameux critères de Maastricht, selon le fameux pacte de stabilité fixé par le traité, développé dans des règlements d'ailleurs de 1997, réajusté ces développements en 2005, complété en 2011 par ce qu'on appelait le six-pack, c'est-à-dire 5 règlements et une directive, et ce n'est qu'en 2011 que l'on prévoit un dispositif, à la suite de la crise de 2008, je dirais, par un mécanisme de clause de suspension d'application de ces règles, parce qu'on s'est dit, si de nouveau on est frappé par une nouvelle crise économique, une nouvelle crise financière, il va falloir qu'on aide ces entreprises. Donc ce n'est qu'en 2011 qu'on a mis en place une clause dérogatoire générale du pacte de stabilité, de façon à faire sauter ponctuellement les verrous Les qui nous verrous, oui. interdisent de faire de la dette et d'avoir du déficit budgétaire. Oui, parce que quand on entend, ce que vous dites sur le pourcentage normalement qu'on ne devait pas dépasser, Oui, 60 oui. 60 c'est la position de l'Allemagne avant le Alors ça Covid, c'est l'Allemagne, depuis hein, c'est exactement. l'Allemagne avant le Nous Covid. Nous, étions on était déjà au-dessus, hein, de toute On manière. était déjà quasiment à 100%, officiellement, officieusement, on était sans doute au-delà, et je pense qu'actuellement, on est autour de 110%. Alors, à vérifier peut-être pour être plus précis concernant la France, je crois que l'Italie, c'est 130%, l'Espagne, c'est pas mieux, la Grèce aussi, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de dettes par rapport au PIB que l'Allemagne. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, toute l'Union européenne, là, fait la même chose. Parce que Alors, les pays qui avaient décidé de ne pas confiner, comme la Suède, sont venus au confinement elles aussi, hein. exactement, exactement. Donc, tous les États en question, qu'ils fassent partie de la zone euro ou qu'ils n'en fassent pas partie, alors sachant que les règles en question sur le pacte de Mmh, stabilité et de croissance tout à fait. concernent essentiellement les Bon, États de la zone la euro, zone oui. euro, voilà, les 19. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la Commission européenne qui a proposé aux États, par le biais d'une communication, de suspendre eux-mêmes les règles de contraintes budgétaires. Et c'est ce qu'ils ont fait, les États, en adoptant une décision, en activant la clause dérogatoire le 23 mars dernier. Donc, c'est les États, plus précisément les ministres des Affaires de l'économie et des finances, réunis en Conseil, qui ont pris cette décision de suspension, donc ce qui permet de lever tous les blocages juridiques à l'échelle de l'Union européenne. Bon, ça c'est une décision des États. Et concernant la Commission européenne, parce que juridiquement la Commission européenne détient des pouvoirs importants s'agissant de ce qu'on appelle le contrôle des aides d'État, parce qu'on imagine bien la France aider telle ou telle entreprise. Aider, ça veut dire quoi? Financer, Oui, garantir. oui, bien Hein. sûr, oui. Or, il y a des règles strictes à respecter dans le cadre des traités européens, et la Commission européenne, cette fois-ci, a considérablement assoupli les règles applicables en matière d'aide dans cette période de crise, comme elle l'avait fait d'ailleurs en 2008 après la crise grecque, et toute la période compliquée qui a conduit d'ailleurs les États à aider financièrement, rappelons-nous, les banques. Ce sont les Mmh. États qui sont venus en aide des banques, et il fallait justement assouplir les règles européenne de limitation des aides dans ce domaine. C'est assez intéressant d'entendre ça parce qu'on se dit que finalement, c'est un plaidoyer pour l'Europe, là. Parce que c'est l'Europe qui permet finalement aux États
d'aller plus loin, de faire ce qu'il faut, alors que seul, il ne pourrait pas. Et je Bien sûr. trouve que c'est quand même, moi, j'aurais pas souhaité la crise du Covid pour défendre l'Union européenne, mais c'est quand même un argument de plus envers les eurosceptiques, hein. Bien sûr, c'est un argument de plus. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à ce qui est souvent évoqué, l'Union européenne ne constitue pas un facteur de blocage déraisonnable quand la situation n'est pas raisonnable. On le voit bien. La Commission, le Conseil prennent les décisions qu'il faut et les États vont pouvoir, de la sorte, aider les entreprises en difficulté, d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas oublier aussi d'autres éléments, et je reviens au marché intérieur, parce qu'on a beaucoup reproché à la présidente de la Commission européenne d'être un petit peu trop focalisée sur le marché intérieur qu'il faut continuer de maintenir et dont il faut assurer le fonctionnement. Mais c'est grâce aux règles du marché intérieur, libre circulation des personnes, des services, des marchandises, eh bien, que toute l'aide européenne, que la possibilité pour les malades d'aller se faire soigner dans tel ou tel pays, ou l'acheminement tout simplement de l'alimentation, l'acheminement des besoins des personnes peut se faire sans difficulté particulière, puisque les règles en matière de circulation et les règles en matière sanitaire et alimentaire sont évidemment communes d'un État Oui, membre. et c'est d'ailleurs important parce qu'on voit quand même que les frontières nationales là sont quand même Oui, presque oui, fermées, et oui, c'est oui, grâce à l'Union européenne que les camions peuvent passer d'un pays à l'autre pour apporter l'alimentation nécessaire, hein. tout Donc simple- tout c'est simplement. tout simplement, c'est Ouais. grâce à l'Union qu'on arrive à faire ça. Bah écoutez, ça va être le mot de la fin parce qu'on est arrivé au bout de notre temps. Merci beaucoup Pierre-Yves, et puis Merci à Christine. la semaine prochaine pour une nouvelle émission, sans En tout doute toujours consacrée au Covid. sans doute. Merci.